Et bonsoir, bienvenue sur ce direct du 29 août. L'éclairage n'est pas terrible. Laissez-moi régler ça. On va essayer d'arranger un peu les choses. Comment on peut faire? Hop. Ça doit être un peu mieux. Oh, c'est pas terrible, ça fait un peu sombre. Bon, on va faire comme ça, c'est pas bien grave. Alors, ce soir, de quoi je voulais parler? Je voulais faire une analyse de film. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je voulais faire quelque chose. C'est un film simple en plus et qui cadre avec mes analyses. C'est Combat de maître là que je viens de remettre en ligne. Un film de 1994 avec Jackie Chan, film de Hong Kong. Et il y a un piège avec ce film et je vais vous expliquer ce piège. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il critique la prédation anglo-saxonne sur la culture et le patrimoine, là en l'occurrence chinois, mais on va dire que c'est quelque chose de récurrent chez les anglo-saxons. J'ai déjà dans mes théories exposé que les anglo-saxons descendaient en grande partie, en tout cas avaient le comportement des Nordiques des anciens temps, qui étaient des pillards, hein, des commerçants qui s'étaient transformés en pillards et qui faisaient des raids et qui pillaient les cultures. Bon. Vous voyez bien qu'en Irak, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec George Bush quand il a pris ses porte-avions pour aller envahir une culture plurimillénaire. Voilà. Ils ont volé l'or, ils ont tout détruit, et ils ont essayé de trafiquer les choses à leur sauce. Bon, dans le film Combat de maître, ça critique cette implantation, notamment anglaise, en terre chinoise, et on prétend que les héros combattent le pillage de leur culture et de leur patrimoine que les Anglais sont en train de mettre en place de manière insidieuse. Le piège dans ce film, et c'est là qu'on voit que le cinéma est beaucoup plus pervers que ce qu'on pourrait croire, c'est que ceux qui prétendent combattre cette prédation anglo-saxonne sont en fait les chevaux de Troie qui permettent à la culture anglo-saxonne de piller les cultures asiatiques. Jackie Chan, pour vous résumer, alors évidemment, c'est un artiste ultra doué, je ne remets pas en cause les compétences physiques dans le film. Le film, par ailleurs, en lui-même, au début, peut avoir l'air un peu caricatural et plan-plan. Ça pourrait être même limite raciste dans les dialogues, la caricature des Asiatiques. Mais progressivement, si vous avez la patience de regarder le film jusqu'au bout, vous allez voir la trame se mettre en place et la critique se mettre en place de la prédation anglo-saxonne. Le seul problème, c'est que, par exemple, si on prend Jackie Chan dans la série Rush Hour, il finit quand même par un palpé rectal avec Polanski aux douanes. Et ça, quelque part, ça en dit long. D'ailleurs, l'acteur noir qui joue avec Jackie Chan dans Rush Hour, je crois qu'il fait bien partie des carnets de ceux qui voyageaient dans les avions d'Epstein, hein, peut-être sur l'île d'Epstein. C'est un acteur noir qu'on retrouve dans le 5e élément. On peut trouver ça très vite. Chris Tucker. Voilà. Chris Tucker. Alors, je ne veux pas m'avancer ou calomnier. Toutes ces informations, il faut les vérifier. Mais donc, le piège de Combat de maître,
c'est que tout en prétendant critiquer la prédation anglo-saxonne, en réalité, les acteurs qui incarnent le combat contre la prédation anglo-saxonne sont ceux qui sont les chevaux de Troie de la culture anglo-saxonne en Asie. Et en l'occurrence, je viens d'expliquer avec le parcours de Jackie Chan et la mise en relation avec Rush Hour, où il finit par un palpé rectal avec Polanski, qui en dit long, hein, si vous voulez, ça permet un peu de démasquer la perfidie du cinéma. Et là, c'est pas Hollywood, c'est Hong Kong. Hein. Mais le cinéma de Hong Kong, et c'est là que c'est aussi intéressant de faire le parallèle avec Bruce Lee, le cinéma de Hong Kong suit, si vous voulez, exactement, symétriquement et parallèlement, la perfidie d'Hollywood dans ses inversions et dans ses, si vous voulez, dans le fait de truquer les choses. Voilà. Donc il faut faire preuve de subtilité. On pourrait me dire, oui, mais à l'époque, à Hong Kong, ils critiquaient peut-être vraiment la prédation anglo-saxonne de bonne foi. Je ne suis pas contre le fait que certaines personnes puissent le penser, mais ce n'est pas mon avis. C'est pas de la paranoïa, hein, mais ayant un peu de travail sur le sujet, j'en doute fortement. Je pense que effectivement, il y a quelque chose de très perfide à faire croire qu'on combat quelque chose tout en incarnant le contraire, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose de difficile à cerner, mais si vous êtes malin et que vous suivez un peu le cinéma et que vous regardez un peu le parcours des acteurs, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas avec Jackie Chan prétendant défendre le patrimoine chinois contre les Anglais. Voilà. Et le parallèle à faire, c'est Rush Hour. Voilà. Là, vous avez la synthèse, parce que Rush Hour, c'est Chris Tucker, c'est Epstein et c'est Polanski. Polanski, dans un des Rush Hour, je ne sais plus si c'est le 3 ou quoi qu'est-ce, vous avez cette histoire-là très contemporaine, hein, obscène. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, je voulais faire une petite et courte analyse du film Combat de maître. Ça permettra de manière ludique à ceux qui sont intéressés par ça de regarder le film, d'avoir un peu de spectacle, et aussi de réfléchir un peu et de voir au-delà de l'aspect popcorn et d'essayer de comprendre comment fonctionnent les analyses et qui permettent, si vous voulez, de mieux comprendre l'époque. Voilà. Parce que, évidemment, l'intérêt de ces analyses, c'est que je suis le seul à les faire. Je ne dis pas que c'est moi qui ai inventé le procédé, mais je suis le seul à les exposer de la sorte, de manière publique. Voilà. Moi, je vous dis, j'ai appris en grande partie l'histoire et des choses en décryptant les mensonges de Spielberg, par exemple, dans Indiana Jones, dans Les Dents de la Mer. Et c'est quelque chose qui fait que, en réalité, quand on sait analyser les films, on ne peut pas se tromper sur le fond de la trame. Par exemple, les Goonies, avec le fait de libérer le bateau pirate à la fin, c'est l'initiation des jeunes générations anglo-saxonnes à ce culte de la prédation et de la piraterie, si vous voulez. Hein. Et regardez comme il y a une continuation entre les Goonies et notre époque contemporaine avec le Seigneur des Anneaux, puisqu'on retrouve le même acteur, mais qui n'est plus le héros, mais qui aide un Frodon, là, le Elijah Wood, finalement un juif qui s'est substitué à un héros anglo-saxon protestant. Et cette transition, je l'avais expliquée par plusieurs analyses. En Retour vers le futur, on voit que Elijah Wood est introduit à la culture anglo-saxonne et qu'il s'est substitué à Macaulay Culkin dans Le Bon Fils après la série Maman, j'ai raté l'avion, où là, il y avait un engouement pour les gamins. Et c'était... d'une part, il y avait Travolta avec un film, là, une série de films sur les enfants. C'était pour la France, il y a eu Jordi. Il faut voir évidemment, en France, c'est un peu en retard et décalé et un peu, un peu foireux par rapport aux anglo-saxons. Mais à l'époque des années 90, je crois, au début des années 90, il y avait avec Travolta une série de films qui reprenaient l'intérêt des enfants. Bon, sachant que Travolta est un bisexuel certainement scientologue très, très ambigu. Et il y avait cette série avec Macaulay Culkin, Maman, j'ai raté l'avion. Ça a créé un engouement pour les enfants. D'ailleurs, dans la série Maman, j'ai raté l'avion, le seul qui, alors que le gamin se retrouve isolé, le seul qui oriente le gamin, c'est Trump. Et ce qui est marrant, c'est que dans la version canadienne contemporaine, ils ont coupé le passage où Trump indique
le gamin se retrouve dans un hall et si vous voulez, il cherche à s'orienter. Et Trump se retourne et lui indique la direction. Et aujourd'hui, dans le délire LGBTiste, globaliste, si vous voulez, mondialiste, euh, ils ont voulu couper ce passage où Trump fait figure un peu est un peu une figure paternelle dans le monde protestant et judéo-protestant. Bon, cet héritage-là, ils vont se débarrasser de Macaulay Culkin dans Le Bon Fils et ils substituent Elijah Wood. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans le temps avec Le Seigneur des Anneaux, celui qui poursuit, si vous voulez, la quête du pouvoir de l'anneau. C'est Frodon Sake, joué par Elijah Wood et aidé par le gosse qui était le héros dans les Goonies où ils avaient initié l'ère de la piraterie. Peut-être qu'on retrouve générationnellement par la guerre en Irak d'ailleurs. Bon, bref, je ne veux pas m'étaler sur le sujet, c'est un peu compliqué de faire tous ces recoupements, il faut connaître le cinéma, mais on peut suivre, si vous voulez, les choses de la sorte. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une synthèse un peu de mes théories et de mes analyses. Ça me permet, moi, de me remettre un peu dans le bain. Et puis, ça permet, puisque beaucoup de mes chaînes ont été fermées, d'avoir une trace sur cette chaîne de ce que j'avais dit précédemment. Je ne sais pas, il doit y avoir peut-être des gens qui suivent le direct. Est-ce que je pourrais avoir une confirmation que le son et l'image fonctionnent correctement ? Parce que il m'est déjà arrivé de partir 3 heures dans un exposé, il n'y avait pas le son. C'est un peu dommage. Merci Yako, c'est sympa. Donc, pourquoi je parle souvent de l'assassinat de JFK ? En réalité, je me rends compte que mettre la main sur la trame dans l'assassinat de JFK, c'est se donner les clés de lecture de ce qui se passe actuellement aux États-Unis contre Trump et certainement Kennedy Jr. On est descendu d'un cran, hein, à notre époque, on n'est pas du niveau des années 60, le niveau a baissé, si vous voulez, mais quel est le président et la personne qui incarne un peu, si vous voulez, ou les personnes qui incarnent un peu de manière contemporaine et diluée ce qui avait été un peu initié dans les années 60, eh ben c'est Trump. C'est Trump qui a voulu, si vous voulez, qui combat un peu, comme Kennedy, l'État profond. Je mets ça entre guillemets parce que quand on voit le colistier de Trump, on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur évidemment, aujourd'hui, les sionistes et les juifs ont toutes les clés, si vous voulez, de l'appareil d'État, de l'État profond aux États-Unis. Même Kennedy Jr. est pas capable de défendre, si vous voulez, non pas les Palestiniens. Moi, j'ai jamais été un pro-palestinien ou un pro-israélien. Moi, je suis pour la défense des droits de l'humain. Et même ça, Kennedy n'a pas été capable de le faire. Kennedy Jr., à notre époque, il soutient Israël. Et Trump, c'est la même chose. Trump a eu le courage de dire qu'il était beaucoup plus déçu par Netanyahou parce qu'il avait compris qu'il ne voulait pas faire la paix que Mahmoud Abbas, qui pour lui avait plus une figure paternelle. Il a quand même osé dire ça, mais bon, on est dans le relativisme du sionisme et du pro-Israël, hein, de toute façon, mais de manière diluée, d'un cran en dessous, de manière contemporaine, c'est bien Trump et JFK Jr., et Robert Kennedy Jr., pardon, parce que c'est le fils du frère de JFK, c'est le fils de Bobby Kennedy, qui lui aussi a été assassiné, et c'est toujours pour la même histoire, hein. C'est RFK Jr. et Trump aujourd'hui qui incarnent un peu cette lutte un peu contre l'État profond et pour faire sortir le monde, si vous voulez, de ce conflit à la Russie. Parce que le nœud, à l'époque de l'assassinat de JFK, même s'il y a plusieurs choses, c'est que JFK voulait sortir les États-Unis de la guerre froide et faire la paix avec les Russes. Et ce faisant, il a mis le doigt dans l'engrenage qui entraînait, si vous voulez, il a bloqué ce qui permettait l'expansion d'Israël. Parce que la guerre froide, c'est la bataille des coqs. C'est-à-dire que la guerre froide, c'est la continuité de la dislocation de ce que les financiers juifs, notamment, et anglais, avaient initié en créant le bolchevisme. Il faut savoir que le bolchevisme a été financé depuis Londres
et que le but, c'était de détruire la culture orthodoxe et les Slaves pour faire, si vous voulez, un espèce de melting pot qui était censé faire une jonction avec l'Ouest pour un globalisme. Et cet affaissement par le bas, après la destruction de la culture catholique par la Révolution française, par la même inspiration, le but, c'était de faire un globalisme progressif et des gens totalement soumis à la dette judo-bancaire. Dans le temps, c'était ça, hein, judo-protestante, puis la dette juivisée, hein, on va dire. Et le problème, c'est qu'effectivement, le bolchevisme a engendré des leaders qui n'étaient pas que juifs comme Trotsky, mais qui étaient comme Staline et qui n'étaient pas tout à fait conformes aux exigences de ceux qui avaient financé le bolchevisme. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre froide pour continuer cette dislocation. Et aujourd'hui, cette guerre froide n'est pas arrêtée puisque on a la figure de Poutine qui, dans un mondialisme sioniste, est encore un peu trop viril pour permettre une pleine expression de ce globalisme LGBTisme par le bas, écolo-juivisé, et qui permettrait, si vous voulez, la pleine expression du grand Israël, la pleine expansion d'Israël et l'arrivée du Messie qui est inversé pour la plupart des gens, mais qui est le Messie que certains juifs attendent et qui est l'antéchrist en réalité d'un point de vue, si on analyse un peu de manière religieuse les choses. Voilà. Et donc aujourd'hui, ceux qui veulent sortir le monde de la guerre froide sont un peu comme Kennedy, mettre le doigt dans un engrenage sioniste que les vieilles familles monopolistiques refusent d'accepter. Et c'est pour ça que je pense que même si RFK Junior et Trump sont tout à fait sionistes et peu, si vous voulez, en tout cas en apparence, critiques d'Israël, c'est trop encore pour que ce soit accepté par ces vieilles familles. Et le fait que après un débat catastrophique de Biden, on a essayé d'assassiner Trump. C'était peut-être prévu d'avant, hein, le signe noir, là, le Black Swan, comme ils appellent ça aux États-Unis, c'était prévu d'avant d'essayer d'assassiner Trump. Je ne crois pas, moi, que Trump ait mis ça en scène. Il n'en avait pas besoin. Il était en tête dans les sondages. Biden était en chute. Je crois que Trump n'avait absolument pas besoin de ça. Je pense qu'ils ont vraiment essayé de l'assassiner, mais ils étaient trop médiocres pour réussir. Et je pense que ce n'est pas terminé parce que le ralliement de RFK Junior crée une espèce d'onde de choc qui met en confusion le Parti démocrate et qui va permettre à Trump d'engranger plus de voix. Et on peut s'attendre, quand on est observateur, à ce qu'il y ait du grabuge et que l'État profond et ses vieilles familles essayent à tout prix d'empêcher Trump et RFK Junior d'accéder au pouvoir parce qu'ils remettent en cause trop de choses, même si c'est que relatif. Hein, dans ce monde sioniste, c'est encore trop. Et notamment le fait de vouloir exposer qui est derrière l'assassinat de JFK, parce que là, on a entendu parler RFK Junior et Trump qui ont dit que si Trump arrivait au pouvoir, il allait aller jusqu'au bout et il allait dévoiler ce qu'il y avait, les derniers dossiers dans l'affaire JFK. Alors attention, il peut y avoir un piège parce que si il relâche des dossiers et qu'on n'apprend pas grand-chose, finalement, on va dire ah, c'est terminé. Voilà, il faut faire très attention avec ça. Moi, l'assassinat de JFK, j'ai expliqué. Hein, il y a la CIA, il y a le FBI, il y a Lyndon B. Johnson, il y a cette commission Warren avec tous les gens qui sont impliqués. Il y a les mafias, évidemment, il y a, il y a les services israéliens. Mais le nœud principal, c'est cette volonté de Kennedy de sortir de la guerre froide et d'être critique à l'égard d'Israël et du nucléaire israélien. Évidemment, il a eu des vieilles familles, toujours les mêmes, hein, les Rothschild, les Windsor. Pourquoi les Windsor ? Parce que les Windsor sont... Les Anglais poursuivent par Israël, si vous voulez, leur volonté d'hégémonie par le colonialisme. Aujourd'hui, ils se sont fait dépasser par les Juifs, évidemment. Les protestants sont dépassés aujourd'hui par les Juifs en termes de puissance financière. Mais ils continuent, si vous voulez, dans le mauvais sens, leur volonté hégémonique. Vous savez que le plus gros propriétaire terrien du monde, c'est quand même le roi d'Angleterre actuellement. Hein. Si on regarde les possessions qui appartiennent à la couronne britannique, si on regarde le Commonwealth,
le plus grand propriétaire terrien au monde, c'est le roi d'Angleterre actuellement. Voilà, il faut le savoir. Sachant que le mari de la reine d'Angleterre, là, les deux qui sont morts là, il n'y a pas si longtemps que ça, était un fervent défenseur de l'idée de répandre des virus pour gérer les problèmes de surpopulation. Hein. Il avait fait une annonce en public devant un parterre d'assureurs et de banquiers, je crois que c'était en Suisse, où il avait dit qu'il voulait être réincarné en virus mortel pour régler le problème de surpopulation. Cet homme est à l'origine de la création du WWF, et vous imaginez bien le rapport avec l'écologie moderne, sachant que tous les clubs liés au colonialisme et à l'écologie en Angleterre ont toujours été les paravents des assassins de la couronne d'Angleterre et des machinations de la couronne britannique dans leur volonté de poursuite d'hégémonie. Voilà. Ils se servent des États-Unis comme de bras armés de leur volonté hégémonique, mais derrière, effectivement, il y a la famille Rothschild et des familles puissantes juives qui ont pris en grande partie le dessus. Bon, aujourd'hui, le scandale Epstein expose le problème de rapport émancipatif dont on peut parler gravement déficient et qui a attrait à la psychiatrie. On voit que le scandale Epstein touche à peu près, est-ce qu'on peut dire la majorité, une grande partie des élites financières mondiales actuelles. Alors si c'était que ça, il y a aussi tous les logiciels de piratage informatique. Il y a eu Pegasus, mais il y en a eu d'autres. On voit que toutes les grosses firmes sont complètement, et les élites, sont totalement tenues par le Mossad et par Israël aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, même avec Trump et RFK Junior, même s'il y a une critique, c'est pas, ça va. Après, ça dépend ce qu'ils arrivent à faire, mais c'est pas exceptionnel non plus. Ceci dit, ils incarnent aujourd'hui ce que Kennedy, à son époque, et à un plus haut niveau, incarnait avec son frère. Voilà. Et il est peu probable que l'État profond américain et que ces deux familles laissent Trump arriver au pouvoir. Donc, il faut s'attendre, pour le côté américain, à ce que des choses se passent d'ici l'élection, si vous voulez. Ils vont essayer de mettre Trump en prison, ils vont essayer de l'assassiner. Peut-être qu'ils vont essayer d'avoir RFK Junior en même temps, puisque s'ils disent la vérité sur l'assassinat de JFK, ils vont tomber sur Lyndon Ben Johnson, ils vont tomber certainement sur les Ben Gurion. S'ils sont courageux, ils vont remonter au Rothschild et au Windsor, qui sont aussi derrière. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est important de comprendre qui est derrière l'assassinat de JFK pour comprendre pourquoi on n'est pas sorti de la guerre froide et pourquoi ça pousse en Ukraine aujourd'hui et que ça ne veut pas lâcher le morceau, si vous voulez. Bon, d'accord, il y a un laxisme russe très poreux avec le mondialisme occidental qui fait que les Occidentaux pensent qu'ils ont un pont d'entrée pour pouvoir continuer, si vous voulez. Mais, puisqu'il y a une symétrie, il y a un mimétisme, il faut savoir que après le bolchevisme, il y a eu ce néolibéralisme à l'américaine qui s'est infiltré par les oligarques juifs, bien souvent en Russie, ils ont pillé le pays, et Poutine n'a fait que freiner, si vous voulez, cette tendance. Il a pris le dessus sur les oligarques, il en a gardé certains, il en a écarté d'autres, mais il n'a pas sorti la Russie de ce modèle libéral contemporain. Et c'est le problème de la Russie aujourd'hui. Ils ont mis du temps, mais ils sont en train d'en sortir et de faire une scission et d'aller plus du côté de la Chine, par exemple, et des BRICS. Mais c'est un processus qui leur a pris du temps. Ils ont été très naïfs, et parce que c'est cette jonction que la City a toujours voulu, c'est-à-dire de faire des Slaves, si vous voulez, des consuméristes comme les autres, et qui est une unification. Ce qu'ils croyaient avoir fait dans les années 90 quand l'URSS est tombé, si vous voulez. Mais Poutine a repris un peu les choses et remis, si vous voulez, les choses en perspective et opposé un mondialisme unilatéral à un mondialisme multilatéral. Voilà. Mais on est dans le sionisme, voilà, il faut comprendre. Voilà. Je pense que Trump incarne des choses intéressantes, mais que ce personnage est très ambigu. Il est à la fois très intelligent et très fin sur certains points, et tellement à la ramasse sur d'autres que c'est particulièrement... c'est étrange à observer. Voilà. Mais donc, l'assassinat de Kennedy a été mis en place par Lyndon Ben Johnson à l'époque,
Le maire de Dallas est impliqué, le gouverneur du Texas est impliqué, la police de Dallas est impliquée, les anticastristes de la CIA liés à l'assassinat de Castro sont impliqués. Ils ont été retournés contre Kennedy après l'échec de la baie des cochons. Hoover est impliqué, le FBI est impliqué. Ils ont réquisitionné les caméras, enfin les films qui avaient été faits à l'époque. Ils ont couvert l'exfiltration des tireurs, le fait de cacher les armes et de les faire partir, si vous voulez. Évidemment, la CIA est totalement impliquée. Hein, les équipes d'assassins viennent de la CIA. Il y a, je pense, ils ont été aidés, notamment, il y a le côté militaire aussi, nucléaire, pro-nucléaire. Ils étaient très, très contre Kennedy, parce que pour cette histoire de guerre froide, notamment. Et je pense que ces militaires-là se sont appuyés sur leurs collègues de l'OS et des Français que De Gaulle avait condamnés à mort par contumace parce qu'ils avaient essayé de tuer De Gaulle. Et ils étaient, ces types de l'OS, des mercenaires disponibles, d'extrême droite, donc proches, parce qu'à l'époque de Kennedy, c'était l'extrême droite. L'extrême droite détestait Kennedy parce que c'était un réformateur et qui remettait aussi en cause les avantages de vieilles familles monopolistiques comme les Haroldsson Lafayette Hunt, qui était l'homme le plus riche de la planète à l'époque et qui s'est vanté même d'avoir financé l'assassinat en partie. C'était le financier du Ku Klux Klan et de la John Birch Society. Donc c'est un des partis pris dans l'assassinat de JFK. Beaucoup des gens du pétrole, beaucoup de gens du Texas, des notables et des vieilles familles du Texas sont impliqués. Et les militaires se sont appuyés aussi sur certainement des mercenaires français dans cette affaire. Voilà. Il y a plusieurs pistes. Hein. Il y en a qui disent que c'est des tireurs corses. Moi, je crois que c'est un écran de fumée. Ils ont essayé certainement de faire croire à cette piste des tueurs corses, mais il y a un type qui a essayé de faire croire ça dans les années 80, c'était Revol. Il a fait un documentaire qui est sorti en Angleterre sur une chaîne publique, mais il a été obligé de faire des excuses quand il a impliqué les tueurs corses parce qu'ils avaient des alibis où ils étaient en prison à cette époque. Donc il a été obligé de se rétracter. Moi, je pense que la CIA a tout à fait pu mettre en place des fausses opérations écran de fumée, les tireurs corses, pour protéger, si vous voulez, les tireurs français, les gens de la CIA impliqués dans l'assassinat. Ça, c'est pour les équipes de tireurs. Hein. De toute façon, on a des noms. Et en plus, on peut facilement trouver qui est impliqué parce qu'ils ont été assassinés après pour les faire taire. Donc, on a les noms. Je pourrais parler d'El Valle, de Ferry. Et de tout un tas d'autres qui ont été assassinés pour avoir trop parlé après, ou certains même qui ont demandé de l'argent, comme l'homme de main de Lyndon B. Johnson, Malcolm Wallace, qui lui aussi est impliqué, qui était un tireur hors pair, et dont on a retrouvé d'ailleurs l'empreinte de l'auriculaire à l'emplacement où Oswald était censé avoir tiré, hein, au 6e étage du dépôt de livres du Texas. Je me suis amplement exprimé sur l'assassinat de Kennedy, mais on va dire que Lyndon B. Johnson, même si lui, en fait, il avait plusieurs raisons de mettre en place l'assassinat, notamment il allait finir en prison pour tout un tas d'assassinats qui jalonnent son parcours politique, et que Kennedy était d'accord pour qu'il aille en prison d'ailleurs. Je crois qu'il a même fait assassiner sa sœur, pour vous dire. Mais il a été mandaté par des gens plus puissants derrière. Voilà. Et je pense, moi, à la famille Windsor et au Rothschild, qui n'ont pas forcément, dans ce genre d'affaires, besoin même de se manifester. Les gens agissent par eux-mêmes, hein, au service de ces familles-là. Il n'y a pas que ces familles-là, hein, on peut dire Ben Gourion, mais moi j'arrive sur les Rothschild par la piste Mortimer Bloomfield et Cléchaud. Cléchaud est un gay sadomasochiste de l'extrême droite, agent de la CIA, et le major Mortimer Bloomfield est un juif proche de Ben Gourion et qui est défenseur des intérêts de l'ordre Rothschild, notamment sur un projet de pipeline à l'époque censé relier le port d'Haïfa à une autre ville. Alors lui, c'était un sioniste engagé. On tombe sur sa piste par notamment le travail exposé par Lyndon LaRouche sur le sujet avec sa revue Executive Intelligence Review.
Et ils ont mis la main quelque temps sur les carnets de Mortimer Bloomfield, qui jouaient d'ailleurs, c'est un peu comme les Bush, c'est des joueurs dans cette histoire d'assassinat, ils jouent avec ce qu'eux, ils ont appelé les complotistes, à donner des pistes, des indices. Ça les amuse parce que, en réalité, ces familles-là, les Bush, ont toujours été impliquées aussi dans l'échiquier de ces grandes trames sionistes. En fait, ils savent qu'ils ont des coups d'avance et qu'ils n'arrivent pas à être rattrapés par les gens qui essayent d'exposer, si vous voulez. Donc, c'est des joueurs et des fois, ils laissent des pistes. D'ailleurs, Mortimer Bloomfield avait laissé ses carnets parce que, c'est-à-dire tous ses contacts et savoir c'était quoi les liens, si vous voulez, comme les Bronfman. Ça aussi, c'est une famille dont on peut parler, une famille juive de mafieux, si vous voulez, impliquée aussi dans des tas d'affaires, dont l'assassinat de Kennedy. Là, on parle du Canada, quand on parle des Bronfman. Mais il avait laissé ses carnets par jeu, si vous voulez, et sa femme, quand elle a vu que Mortimer Bloomfield avait laissé à disposition ses carnets personnels, elle s'est rétractée, elle a repris ses carnets. Mais le groupe Lyndon LaRouche a eu accès à ces carnets de liaison et a pu faire les connexions. C'est pour ça qu'il y a un gros travail sur l'assassinat de Kennedy dont on peut trouver des références chez Lyndon LaRouche, qui est décédé il y a quelques temps. Et j'ai fait d'ailleurs sur l'assassinat de JFK avec le groupe Lyndon LaRouche une interview avec Harley Schlanger, qui était son bras droit. Lyndon LaRouche est un type qui est plutôt de tendance de gauche, révolutionnaire. Je sais qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne que moi, ils sont plutôt pro-asiatiques et pro-chinois. Mais Lyndon LaRouche a été notamment le conseiller de Reagan sur certains points à l'époque. Voilà. Il a fait de la prison aussi, je crois. Et ils ont fait un gros travail sur l'assassinat de Kennedy. C'est pas ma mouvance, mais il faut. Bon. Par exemple, Francis Cousin, c'est pas ma mouvance, mais je reconnais que c'est intéressant sur certains points. Le groupe Lyndon LaRouche sur l'assassinat de JFK, c'est intéressant, comme la piste juive que Guyeno certainement pousse plus sur l'assassinat de JFK. Moi, je pense que c'est un tout. La piste juive de Guyeno est intéressante, mais elle se prive de la trame globale. Et elle exonère souvent les protestants dans cette affaire-là, comme dans le 11 septembre d'ailleurs. Or, il ne faut pas exonérer les protestants de leur responsabilité dans cette histoire. Il n'y a pas que les juifs, il y a les judéo-protestants qui marchent en couple. Il y a même des catholiques retournés. Enfin bon, voilà. La mafia a joué un rôle dans l'assassinat de JFK, mais un rôle de subalterne et de facilitateur. Voilà. Ceux qui pensent que c'est la mafia qui est derrière l'assassinat de JFK se trompent. C'est l'appareil, c'est l'État profond au service des vieilles familles, comme d'habitude. Et ça permet de comprendre comment l'assassinat de Trump s'est mis en place, parce que c'est les mêmes ressorts et les raisons pour lesquelles on a essayé d'assassiner Trump. Et comme par hasard, Trump veut, il a dit, arrêter cette guerre contre la Russie. C'est le même, à l'époque de Kennedy, c'était la crise des missiles de Cuba. Il y avait une possibilité de guerre mondiale et de conflit mondial. On a même appris qu'il y avait des plans complètement de malades mentaux, de militaires américains qui prévoyaient la destruction du monde et de ne pas laisser les autres populations au-delà de 10% de leur réserve humaine pour pas qu'il y ait de concurrents. Et c'est ce qui avait fait dire à Kennedy quand il avait été mis au courant par par les militaires de l'État profond. Les militaires de l'État profond avaient prévu ce plan d'une destruction totale de la planète et de ne pas laisser, par exemple, les Indiens au-dessus de 10% de leur population pour pas qu'ils soient supérieurs à la population américaine survivante. Et c'est ce qui avait dit, ce qui avait fait dire à Kennedy, et on prétend s'appeler la race humaine. Il avait été tellement choqué par ce qui se passait dans l'État profond et de leur plan, si vous voulez, qu'il avait dit ça. Mais de toute façon, des gens barrés militaires, regardez l'opération Northwood, où ils prétendaient notamment... D'ailleurs, si vous vous intéressez au 11 septembre, regardez, à l'époque de Kennedy, il y avait déjà des gens barrés qui avaient déjà des plans qui ressemblaient beaucoup au 11 septembre à leur niveau. Voilà. Je parlerai du général Lemnitzer, par exemple, que McNamara et Kennedy ont mis de côté avec ses plans et ses projets. Regardez l'opération Northwood, renseignez-vous sur Wikipédia, c'est intéressant.
Alors, truc dégueulasse aussi, on peut parler des expérimentations faites sur les Vietnamiens par notamment un scientifique juif, un docteur juif, la Gottlieb, avec le début effectivement de la volonté d'implanter des choses artificielles chez l'homme. Il prenait des prisonniers vietnamiens, il leur implantait des électrodes à vif, et évidemment les gars mouraient et ils jetaient les cadavres. Bon, ça c'était Opération Phoenix. J'ai fait une interview avec Messan là-dessus. C'est intéressant. Quand on voit aujourd'hui, avec la Silicon Valley, avec même Elon Musk à son niveau, même s'il est en relief avec la liberté d'expression, c'est relatif, hein, évidemment. Hein, mais il faut toujours, deux mots, choisir le moindre. C'est-à-dire que quand on regarde le relativisme du monde sioniste, bon, bah, on voit que Musk est le type là, de Telegram là, qui était en prison avec des accusations inversées. Il suffit de regarder aussi la nénette, là, qui est une Trumpiste, Candice Owen, ce qu'elle a dit récemment sur Macron et le type des télégrammes, c'est intéressant. Mais il y a effectivement Telegram et X qui sont un peu plus en relief dans la liberté d'expression, même si ce n'est pas grand-chose, on va dire. C'est toujours relatif, mais c'est mieux que... Bon, moi, je peux parler, hein, sur YouTube, la censure, je connais. Sur Dailymotion aussi, puisque le patron de Dailymotion est un type relié au groupe pharmaceutique, et dès qu'il est arrivé à la tête de Dailymotion, moi, ma chaîne, elle a viré. Regardez c'est quoi le nom du patron de Dailymotion, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'assassinat de JFK? Voilà, c'est pas pour rien que j'expose l'assassinat de JFK, c'est que ça permet de comprendre la volonté de se débarrasser de Trump et de RFK Jr. actuellement quand ils veulent arrêter la guerre contre la Russie. C'est la même mécanique et c'est les mêmes familles derrière, où il y en a même d'autres, il y a des ramifications et ça s'est réactualisé avec les générations, si vous voulez, mais c'est la même trame, c'est la bataille des coqs. Et quand les gens veulent sortir de la bataille des coqs, effectivement, il y a des familles juives, notamment juives, qui font tout pour que la bataille des coqs continue, puisque c'est une démolition contrôlée, inversée, qui permet l'expansion d'Israël sur la destruction des autres cultures. Donc si vous arrêtez effectivement la guerre froide, c'est-à-dire la continuité de la dislocation de la culture slave pour une uniformisation globaliste, et bien effectivement, Israël est bloqué. Hein, puisqu'Israël est le bout de tableau. Israël, c'est l'expression du colonialisme collectif pour des raisons du culte technologique au détriment des pays pauvres. Donc, plus les pays riches se complaisent dans la possessivité pro-technologique au détriment des pays pauvres, et plus Israël profite de ça et prend avantage de ça. Voilà. Et on peut dire que c'est même lié à cette exploitation de la pédocriminalité et des familles pédocriminelles par le Mossad. Parce qu'effectivement, il y a un problème de rapport émancipatif et de puérilité psychiatrique, y compris sexuelle, et que tout est lié. Voilà. Voilà. Bon, mes théories ne s'arrêtent pas à l'assassinat de JFK, hein, pour comprendre la trame actuelle. Je disais qu'il y avait la crise des missiles de Cuba, des éléments incontrôlables au sein de la CIA qui jouaient avec le feu, comme un type là, que les Kennedy ont viré, ont dégagé en Italie. Là, le mec, il a fini en Italie parce qu'en fait, lui, il mettait en place des opérations terroristes en pleine crise des missiles de Cuba, à Cuba. Et les Kennedy, quand ils ont vu qu'il y avait des types qui dans leur dos planifiaient ça, le mec était un alcoolique en plus, un type de la CIA qui détestait les Kennedy, et ils l'ont viré dans une antenne en Italie. William Harvey, voilà. Regardez l'interview, le testament de E. Howard Hunt, l'agent de la CIA et homme de Nixon, qui à la fin de sa vie, avant de mourir, parce qu'ils ont tué sa femme dans un accident d'avion, parce que c'est le type qui a fait de la prison pour le Watergate. Il s'est fait choper quand il voulait protéger les documents qui incriminaient Nixon dans l'affaire de l'assassinat de JFK aussi. Parce qu'il faut savoir que Nixon est impliqué à l'époque parce que lui, en fait, il chapeautait des opérations d'assassinat de Castro. Il avait l'opération 40 avec des groupes Alpha 66 notamment, qui étaient des assassins de la CIA dédiés à l'assassinat de Castro. Ils ont été réaffiliés à l'assassinat de Kennedy
quand Kennedy les a lourdés à la baie des cochons. Quand ils ont viré aussi Allen Dulles, tous ces gens-là se sont vengés et se sont retournés contre Kennedy. Et l'affaire du Watergate, c'est quand Nixon essaie de se protéger en planquant les documents qui l'incriminent. Et son agent, qui était E. Howard Hunt, qui est impliqué aussi dans l'assassinat, il l'avoue, s'est fait choper dans le Watergate et ils ont essayé de le tuer, mais ils ont tué sa femme. Donc à la fin de sa vie, c'est pas qu'il était contre l'assassinat de Kennedy, puisqu'il s'en est vanté et qu'il en était fier, c'est qu'il s'est vengé de l'assassinat de sa femme et qu'il a dénoncé ses collègues, si vous voulez. Donc moi j'ai mis notamment les aveux de E. Howard Hunt, voilà, où il dénonce les anticastristes, Lyndon Ben Johnson, il implique Nixon, Gerald Ford, qui a aussi couvert dans la commission Warren, c'est pas pour rien qu'il est devenu président celui-là, c'est qu'il a effectivement falsifié notamment les rapports d'autopsie, hein, pour permettre de faire croire à la balle magique, à la version officielle. Ils ont falsifié notamment des preuves, et Gerald Ford est impliqué là-dedans. Voilà. Bush, à un autre niveau aussi, il faisait ses gammes à ce moment-là. Bush le père. Voilà ce qu'on peut dire sur l'assassinat de JFK. C'est très particulier. À l'époque, l'extrême droite est très impliquée, mais c'est une extrême droite qui a joué en faveur du sionisme. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde aujourd'hui, c'est l'extrême gauche par Biden, toujours démocrate, qui poursuit, si vous voulez, le même projet que l'extrême droite à l'époque. Hein, on peut dire, et à l'époque, on avait beaucoup de problèmes d'homosexualité, Hoover, Cléchaud, Ferris, il y a de la pédocriminalité, il y a des gays, il y a du sadomasochisme. À l'époque, il fomentait des émeutes contre les Noirs. Aujourd'hui, on a des démocrates gauchistes qui ont des problèmes de pédocriminalité, il y a du LGBTisme, et c'est eux qui reprennent le credo de ce qui s'est passé à l'époque de JFK. Vous voyez, comme quoi extrême droite et extrême gauche, en fait, que ce soit les uns ou les autres, ils sont incapables de se découpler de ce projet sioniste. Voilà. C'est juste que comment on est passé dans le temps de l'extrême droite sioniste à l'extrême gauche sioniste aux États-Unis, avec ce même projet, avec cette même implantation de contrôle de l'information, de censure, d'écoute illégale, comment on est passé de l'extrême droite à l'extrême gauche dans ce délire, si vous voulez, c'est qu'ils ont, dans les années 60, et notamment par Woodstock aux États-Unis, dégradé l'héritage relatif de Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, ce mouvement d'émancipation relatif, chapeauté aussi par les Juifs. Il ne faut pas être dupe sur Martin Luther King ou même Mandela en Afrique du Sud. Tout ça, c'est du marxisme tenu par les Juifs dans l'inspiration. Mais c'était trop cette volonté de Kennedy de cette époque des années 60. Donc il fallait le travestir, cet héritage, par la drogue, le sexe, le gangstérisme que représente mai 68 en France, mais Woodstock aux États-Unis. Et ça donne les Clinton et Obama et Biden, qui ne sont pas les héritiers de Kennedy, mais qui en sont le travestissement. Et c'est pour ça qu'on passe dans le temps de l'extrême droite dépravée à l'extrême gauche dépravée. Voilà, c'est une copie, un copier-coller inversé, on va dire, où on a la même trame, que ce soit l'extrême droite à une époque ou l'extrême gauche, ils sont incapables de s'en sortir. Voilà. Vous pouvez mettre ça en relation avec peut-être l'effroyable imposture durable de Cardet, même si c'est visiblement un sale type qui a... Soral a essayé d'aider ce type-là qui s'est retourné contre lui, mais ça ne veut pas dire que son bouquin, L'effroyable imposture, dont j'ai toujours pensé que Soral était derrière l'écriture, mais bon, je peux peut-être me tromper. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est jamais prononcé là-dessus, parce que ça lui ressemble un peu quand même cette analyse de l'effroyable imposture du rap. Mais vous pouvez, pour comprendre ce que je dis, passer par le bouquin de Cardet, qui explique pas ce que je dis, mais qui permet de comprendre une partie de ce que je dis sur ce que représente Woodstock et ce qui va amener le rap, si vous voulez, qui est un travestissement de l'émancipation des Noirs des années 60, qui va cadrer au globalisme après par une dépravation gangstériste, si vous voulez. Voilà. Dire ça. Je sais pas, à l'époque, on peut parler de l'opération Mockingbird avec Cord Meyer.
qui chapeautait les médias et totalement contrôlait les médias. Voilà. Aujourd'hui, on est en plein dedans avec le gauchisme. Il n'y a plus aucune chaîne de télé, ce qu'il n'y en a jamais eu, si vous voulez. Mais on a un contrôle total de l'information, on a un travestissement total de l'information. Et à l'époque, ça correspondait à, à l'opération Mockingbird et des types comme Cord Meyer, dont Kennedy s'était fait l'ex-femme d'ailleurs, et Mary Pinchot Meyer, qu'on a retrouvé assassiné après l'assassinat de Kennedy. Donc on va dire que Cord Meyer détestait Kennedy pour ça, et qu'après il a fait tuer son ex-femme, parce que c'était la maîtresse de Kennedy d'ailleurs. Mary Pinchot Meyer. Regardez, vous tapez Mary Pinchot Meyer, vous verrez, où il y a des photos de son cadavre. Elle a été tuée par des types, et l'assassinat a été commandité par Cord Meyer. Voilà. Vous avez aussi des personnages comme de Mohrenschildt, qui étaient des Russes blancs proches des Bush, qui ont participé à la manipulation d'Oswald, qui était un agent de la CIA, absolument pas un agent russe, hein. C'était un faux agent russe. En fait, le côté perfide dans l'assassinat de Kennedy, c'est de faire. Ils ont essayé de faire croire à l'époque, notamment des types comme Frank Sturgis de la CIA, des anticastristes, qui sont passés dans les émissions d'Aurélie. Hein. Les mecs aujourd'hui qui passent pour des héros, les journalistes soi-disant héros, quand on regarde leur parcours journalistique, on voit qu'ils ont fait leur carrière en couvrant le mensonge. Bill O'Reilly fait partie de ces menteurs, si vous voulez, qui ont couvert l'assassinat de Kennedy en donnant la parole à des anticastristes impliqués dans l'assassinat de Kennedy, comme Frank Sturgis. Et eux, quand ils sont passés dans l'émission d'Aurélie, ils essayaient de faire croire que Oswald était un agent pro-Castro, un agent russe. Et ils ont essayé de faire croire que c'était les Russes qui avaient assassiné Kennedy, parce que ça leur permettait de couvrir leurs crimes, c'est très satanique, tout en blâmant les Russes pour que les gens détestent haïr les Russes, continuent à détester les Russes, et que la guerre froide prenne un sens, si vous voulez. Alors qu'en réalité, Kennedy voulait arrêter la guerre froide, il avait des accords secrets avec Khrouchtchev pour mettre fin à la guerre froide en cas de réélection, il avait même des accords secrets avec Castro pour aplanir les angles. Vous voyez, voilà. Tout ça a été complètement saboté et coupé. Et effectivement, si Kennedy, qui était anticommuniste au départ et qui avait investi les États-Unis dans le conflit au Vietnam, au début, il a fait des erreurs, mais il était en train de désinvestir les troupes américaines du Vietnam. Bon, évidemment, quand Lyndon B. Johnson est arrivé au pouvoir d'une manière typique, on va dire, et ben, il a arrêté le travail de Kennedy et il a effectivement redéployé les troupes au Vietnam, et la guerre du Vietnam s'est continuée. Les seuls qui ont fait de l'argent là-dedans, c'est les industries de l'armement, les grosses boîtes, si vous voulez, mais effectivement, la dette a continué d'augmenter, les gens étaient sacrifiés, mais c'est la même chose pour la guerre en Irak, pour l'Afghanistan, enfin, le processus de démolition contrôlée de la parabole des coques s'est jamais arrêté depuis des lustres, si vous voulez. Ce qui va me permettre de développer un peu plus mes théories d'un point de vue global, parce que moi, je ne m'arrête pas à l'assassinat de JFK. Je compare... moi, je parle d'émancipation intergénérationnelle pour expliquer le comportement humain. Et je dis qu'on peut trouver des indices de comment les cultures abordent le rapport émancipatif. Vous avez effectivement le positivisme de la mythologie gréco-romaine. Hein. Zeus qui s'émancipe de Chronos, son père, qui avait la fâcheuse tendance à manger ses enfants. Bon, ben, Zeus, il ne se fait pas bouffer. Il fait bouffer à son père une pierre, qui est le symbole du matérialisme de son père, qui refuse, lui, d'assumer à la place de son père. Et finalement, il arrive au sommet de l'Olympe. Donc ça, c'est le rapport émancipatif positif que contient la mythologie gréco-romaine. Si on compare à la mythologie nordique, on a autre chose. Chez les Nordiques, il n'y a pas cette émancipation. Il y a une défaite à la fin, dans un chaos, le Ragnarok. Il y a un travestissement du physique par l'étape de la fontaine du Mimir. Et il y a cette rhétorique de massacrer des géants, qui est une espèce de puérilité assez gauchiste en réalité, de rébellion contre le père non résolu et de meurtre du père. Bon. Ou de destruction de cultures relativement plus émancipées. Ce qui expliquera, si vous voulez, dans la superficialité nordique, la volonté de dégrader le catholicisme par le protestantisme, le conflit entre la chrétienté et le paganisme nordique, ultra violent, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'expression néo-nazie ukrainienne. Hein, aujourd'hui, c'est nordique, ultra violent, on retrouve cette expression par le néo-nazisme ukrainien aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas parler de l'analyse que j'ai fait, notamment de morceaux de musique comme, je ne l'ai plus en tête, mais le Sabbath, là,
Une nuit sur le Mont Chauve, ça parle du sabbat des sorcières. Et c'est inspiré, si vous voulez, de faits historiques. C'est que près de Kiev, il y a un mont et on a retrouvé effectivement des vestiges historiques de tribus nordiques très liés à des rites de sorcellerie, de paganisme ultra violents. Comme les Nordiques de certains pays du Nord étaient des décapitateurs, des massacreurs d'enfants, des gens ultra violents, si vous voulez. Voilà. Et il y a toujours eu cette lutte entre une superficialité nordique qui finit mal dans le défaitisme, hein, d'ailleurs, et ce positivisme gréco-romain. Si vous comprenez déjà ces bases-là, vous comprenez les oppositions entre culture latine, culture gréco-romaine et cette prédation des pays anglo-saxons. Voilà. Et ça, c'est des bases notamment pour comprendre mon approche et mon travail. Aujourd'hui, en France, qui est un pays, qui est un point de jonction de différentes cultures, il y a une infiltration profonde de cette puérilité, de cette superficialité nordique, jusqu'à ce que les Français se soient fait dépouiller complètement de leurs innovations, de leurs industries, de leur économie. Hein. Voilà. Je rappelle que Macron a des origines anglaises, certainement juives, si on écoute Ploncard d'Assac, qu'il est très judéo-protestant et très peu catholique en réalité, qu'il est même au-delà du judéo-protestantisme très, très satanique, et que ça s'accorde avec cette puérilité qu'expriment certaines mythologies notamment ou certains groupes. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'en mettant les choses en relation, on arrive au couple Malthus-talmudo-sioniste. Hein, voilà. Qu'on arrive au scandale Epstein et avec des uluberlus qui prétendent qu'ils sont la race supérieure, que leur gène vaut mieux que celle des autres, que ceux des autres, qui voudraient remplacer effectivement les gènes des autres par les siens, qui sont liés à de la pédocriminalité. Cette volonté de souiller l'ADN des autres, je ne veux pas rentrer trop dans l'histoire des vaccinations, mais il y a cette histoire aussi de complexe, de castrer les autres, d'une manière ou d'une autre. Les vaccinations peuvent être une volonté d'artificialiser effectivement les humains progressivement, mais aussi de travestir leurs gènes. Il y a peut-être aussi une histoire de jalousie dans le fait que le rapport émancipatif étant beaucoup plus déficient à cause des circoncisions chez les juifs, il y a peut-être aussi ou un mimétisme de dégradation parce que les autres ne font pas d'efforts, ou une jalousie aussi mimétique. C'est quelque chose à étudier. Voilà. Après, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, fait intéressant dans l'histoire, c'est cette histoire, c'est cette bataille de Nicopolis gagnée par Octave contre notamment Marc-Antoine et Cléopâtre. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en réalité, l'Égypte antique représentait un paganisme et un animisme qu'on peut percevoir par les dieux égyptiens, qui étaient mi-hommes, mi-animaux. Voilà. Dans le paganisme de différentes cultures, que ce soit même pour les Gaulois, il y a ce couplage et ces références à la nature et aux animaux. Et l'être humain est fait pour s'élever et est fait pour s'émanciper. Bon, il ne le fait pas correctement, hein, bien sûr, puisqu'on est aussi aujourd'hui de manière très contemporaine dans le mythe d'Icare, hein, c'est-à-dire de vouloir aller vers le soleil par l'artifice de la science. Et c'est puni. Hein, dans la philosophie grecque et les mythes grecs sont très pertinents aujourd'hui. Hein. Icare finit avec ses ailes brûlées et tombe. Hein. La caverne, c'est-à-dire le mythe de creuser dans le mauvais sens. Hein. Sisyphe, on peut parler aussi de Prométhée et de son châtiment par Zeus, hein, avec le fait d'être puni dans son matérialisme et le fait qu'il est responsable en ayant donné le feu aux hommes, que les hommes qui ne sont pas assez matures se massacrent entre eux. Voilà, il a été puni. C'est pour ça qu'il y a tout ce mythe de savoir si Prométhée le diable ou est-ce que c'est quelqu'un qui a essayé d'aider. Tout ça, c'est intéressant, mais c'est compris dans la mythologie gréco-romaine. Et je disais effectivement, la bataille de Nicopolis, c'est intéressant parce que l'empire égyptien qui était intéressant à son époque et qui était certainement pertinent pour la région et pour l'époque, mais il faut toujours évoluer. Et le problème, c'est que cet empire égyptien était en bout de tableau, donc il n'avait plus la virilité, il ne restait plus que la ruse de la séduction par Cléopâtre. On sait que Cléopâtre séduisait, on prétend qu'elle était d'une beauté incroyable,
qu'elle était capable de séduire. Et en fait, c'était le dernier atout de l'Empire égyptien pour essayer de se prolonger. Donc, elle avait essayé, elle avait misé sur Marc-Antoine et elle espérait que Marc-Antoine allait devenir l'empereur de l'Empire romain, ce qui aurait permis à l'Empire égyptien de se prolonger par l'Empire romain. Or, il y a eu une bataille à Nicopolis qui a montré quelle était l'inclinaison de l'Empire romain. C'est-à-dire que c'est affronté à Nicopolis deux versions et deux façons de procéder totalement différentes. Octave, lui, c'était la scission, c'est-à-dire que c'était l'Empire romain qui ne voulait pas prolonger l'Empire égyptien, mais qui voulait aller vers le positivisme gréco-romain, la philosophie gréco-romaine. Regardez, alors ça c'est ma théorie, hein, bien sûr, mais tous les héros de la mythologie gréco-romaine sont ceux qui battent les êtres mi-hommes, mi-animaux, le centaure, le minotaure, la méduse, les harpies. Et donc c'est une différence, c'est-à-dire que c'est une volonté de se sortir du paganisme et d'aller vers le positivisme, c'est-à-dire d'évoluer. Et quand Octave gagne à la bataille de Nicopolis, et qui va devenir le premier empereur romain notable, eh bien, c'est la scission. Alors, Cléopâtre et Marc-Antoine vont se suicider. C'est la scission et la volonté de marquer une évolution par rapport au paganisme des anciens temps et à ne pas se coupler, si vous voulez, à cet aspect pyramidal des anciens temps et non émancipé du paganisme, si vous voulez. Donc, l'Empire romain va aller vers le positivisme. Et c'est grâce à ce déclic que le christianisme va apparaître dans une colonie éloignée de l'Empire romain, dont on connaît l'histoire. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on essaie d'effacer, puisqu'aux États-Unis, on apprend que les lobbies juifs font tout pour pénaliser les gens qui perpétuent l'histoire du Christ qui a été dénoncée par des juifs, les marchands du temple, pour qu'ils soient tués, notamment à la place de Barabbas, et qu'on se débarrasse de lui. Bon, aujourd'hui, on essaye de faire disparaître cette histoire-là, ce qui enlève tout le sens au christianisme, en réalité, si on réfléchit un peu. Mais à l'époque, le christianisme et le Christ n'apparaissent pas par hasard. C'est sous l'effet du positivisme de la philosophie grecque ça permet, si vous voulez, d'arriver au christianisme. Voilà. Et comme l'Empire romain est un empire boiteux, matérialiste, ils ont effectivement cet aspect de colonie éloignée lié au judaïsme, et le christianisme apparaît peut-être certainement par là, pour ces raisons-là. Ce n'est pas un hasard, à mon avis. Voilà. Après, je peux me tromper. Donc, l'Empire romain va s'approprier le positivisme de la philosophie grecque et le christianisme. Ça va mettre 200 ans à prendre. On pense que les femmes ont joué un rôle important dans l'expansion du christianisme au sein de l'Empire romain, qui va rester un empire martial et dominateur, tolérant avec les cultures qui acceptent de commercer sous leur tutelle, alors que les Nordiques sont des massacreurs, hein, ils ne font pas de quartier. Eux, quand ils négocient pas, ils brûlent, ils pillent et ils détruisent les cultures. Et donc, l'Empire romain va s'effondrer, allez, on va dire, en 500, un petit peu avant. Et progressivement, on va voir que l'Empire romain, qui avait réussi quand même à étendre son influence jusqu'en Angleterre, avec, je ne vais pas vous parler du fameux mur d'Adrien, je ne veux pas dire de bêtises, c'est peut-être... Mais en attendant, tout l'héritage gréco-romain, avec l'effondrement de l'Empire romain qui va s'effondrer sur lui-même, trop grand, décadent, on va voir les Nordiques s'amalgamer, déferler et infiltrer, si vous voulez, notamment progressivement la papauté. Et je pense qu'à travers les croisades, on observe cette infiltration. Alors ça, c'est Guyeno qui m'avait... on discutait avec Guyeno et il m'avait dit oui, tu as peut-être raison, les Francs ont infiltré la papauté. Et les croisades sont la retranscription du comportement de pilleurs des Nordiques quand ils ont infiltré la papauté. Les Francs sont les plus costauds des Nordiques. Je ne vais pas faire le portrait de Charlemagne, mais enfin, lui, il a quand même cassé et imposé le christianisme par conviction ou par calcul politique, mais il a imposé le christianisme à tous les peuples du Nord,
On ne voit pas ça aujourd'hui, hein, des gens qui vont taper les Angles, les Saxes, les Nordiques chez eux, si vous voulez. Ça a créé une haine certainement la haine anti-française et anti-catholique du paganisme nordique vient aussi de cette violence de l'imposition du christianisme des anciens temps à l'ancienne, si vous voulez. Mais en attendant, c'est ce qui explique qu'ils ont pillé ils ont profané le tombeau de Charlemagne quand il est mort. Il y a une espèce d'infiltration de groupes nordiques qui sont venus à Aix-la-Chapelle pour piller et profaner son tombeau. Mais progressivement, on va voir par les croisades en réalité le comportement de pillard des Nordiques. C'est-à-dire qu'ils vont trouver prétexte à reconquérir Jérusalem au nom du christianisme. Et en réalité, on va voir que tout ça, c'est pour pallier à une crise économique, pour dévier la colère populaire et pour prendre de l'argent. Ce qui va créer le phénomène des Templiers et cette haine des Templiers qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie, parce qu'après, quand les Templiers reviennent, ils se font piquer le fric par certains rois, effectivement, et notamment le roi de France, qui brûle le Mollet en place publique avec cette fameuse malédiction sur la lignée des rois. Voilà, bon, on ne va pas revenir sur les symboles de la franc-maçonnerie, qui est un rapport non émancipé. La franc-maçonnerie, c'est vraiment anti-chrétien dans le fondement, c'est-à-dire incapable de s'émanciper par le pardon et la sagesse, mais de perpétuer la haine et la vengeance. Et c'est pour ça que la franc-maçonnerie et le judaïsme et le talmudisme et le talmudo-sionisme sont très liés en réalité dans la non-émancipation. Oui, les Juifs n'ont jamais en grande partie reconnu le Christ parce que les circoncisions les empêchent d'atteindre, si vous voulez, le niveau de spiritualité, d'apaisement, si vous voulez. C'est pour ça qu'ils ont traité Marie d'être une prostituée aux Romains, et qu'ils ont de manière inversée accusé le Christ d'être condamné à bouillir dans une marmite d'excréments. C'est leur psychisme inversé, leur incapacité d'atteindre la lumière à cause des circoncisions qui ne remettent pas en cause. En réalité, le peuple juif, le principal et le seul problème, on va dire, est-ce que c'est le seul ? Les Juifs sont responsables de leur malheur parce qu'ils n'ont jamais été capables de remettre en cause les circoncisions et de les abolir. Et tout vient de psychiatriquement, leur problème, c'est les circoncisions au 8e jour qui créent un rapport au monde totalement perturbé. Si vous voulez. Enfin bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. L'infiltration de la papauté par les Nordiques va donner les croisades. Et d'ailleurs, quand ils ne vont pas faire assez d'argent à Jérusalem, ils vont se retourner contre un concurrent qui est une deuxième papauté qui est Constantinople, qui est probablement une papauté plus établie, plus crédible. Et d'ailleurs, la première chose qu'ils vont faire quand ils vont, une des premières choses qu'ils vont faire quand ils vont piller Constantinople, qui est Istanbul aujourd'hui, hein, et qui contient Sainte-Sophie, qui est la mère l'église mère de l'orthodoxie, c'est qu'ils vont brûler tout le savoir de la philosophie gréco-romaine qui était entassé dans les bibliothèques de Constantinople. Je rappelle que la Turquie n'est qu'un pays ottoman depuis 1400-1500. Voilà. Avant, c'était romain, d'influence. Hein. Enfin, il n'y a pas eu que ça comme influence. C'est devenu ottoman. Et après, il y a eu effectivement une espèce de cosmopolitisme avec peut-être Atatürk, quelque chose de plus ouvert à l'Occident. Et ça s'est refermé avec Erdogan, qui est lui plus porté sur une forme d'islam et d'islamisme. Et c'est pour ça qu'ils ont converti Sainte-Sophie en mosquée. D'ailleurs, moi, quand j'étais à Istanbul, j'ai refusé d'aller. Je suis passé devant Sainte-Sophie, mais j'ai refusé de rentrer dedans parce que c'est un manque de respect pour l'orthodoxie et un manque de tolérance de certaines branches de l'islam. Moi, je suis d'accord avec le cheikh Imran Hossein qui dit que Sainte-Sophie devrait être rendue aux Russes parce que c'est la mère de l'orthodoxie. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez rentrer à Sainte-Sophie, il faut enlever vos chaussures et ils ont mis des symboles islamiques un peu partout. Donc moi, j'ai refusé de rentrer là-dedans. Je suis passé juste vite fait. Je ne vais pas raconter ce que j'ai fait à Istanbul, mais bon, voilà. C'est une ville qui est intéressante au point de vue historique. On retrouve des vestiges romains, il y a le bazar, il y a des tas de choses intéressantes à Istanbul. C'est un carrefour historique. Et je veux dire, Constantinople est une église peut-être à l'époque, au point de vue de la papauté, plus crédible que Rome, et plus solide. Voilà. Mais ce sont les croisés qui ont mis fin, effectivement, qui ont saccagé, enfin mis fin, qui ont détruit Constantinople et qui ont brûlé le savoir gréco-romain.
Et ce qui m'a fait penser que c'était l'influence nordique parce que c'était typique du pillage et de destruction des cultures des autres. Les Romains étaient plus tolérants, si vous voulez. Voilà. Et ensuite, quand on prend le déroulé historique, on voit que progressivement, le catholicisme va être prédaté par quelque chose de plus superficiel, c'est l'apparition du protestantisme, avec Gutenberg, la Réforme, Calvin, la franc-maçonnerie, ses références au diable, et puis la vulgarisation des écrits par Gutenberg, hein, comme je disais, le mythe de Faust par Goethe, c'est-à-dire le culte de la science satanique, qui bloque les gens dans le satanisme, si vous voulez. C'est-à-dire le fait de vendre son âme pour le diable. Je rappelle que dans l'étape de la fontaine de Mimir, Odin troque son œil contre la sagesse, entre guillemets. Il faut lire entre les lignes. C'est le fait de vendre son originalité au profit de l'enfoncement dans le culte scientifique se trouve déjà dans la mythologie nordique avec Odin qui, sous les racines de l'arbre, se travestit physiquement pour acquérir ce qu'ils expliquent dans leur texte comme de la sagesse, par un dieu ambigu d'ailleurs, et qui en fait, je pense, hein, quand on lit entre les lignes, les Nordiques, pour eux, l'épée était signe de rang social, c'est-à-dire celui qui dominait était celui qui avait l'arme la plus sophistiquée. Et je pense que quand Odin troque son œil, je ne sais plus si c'est le droit ou le gauche, contre la science, en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il se travestit pour la domination et pour continuer de dominer, si vous voulez. Ça se finit mal par le Ragnarok, où il finit broyé par les mâchoires du Fenrir, c'est-à-dire cet échec dans l'éloignement typiquement nordique, c'est-à-dire dans l'éloignement de la conquête dans la nature, si vous voulez. Lui finit broyé par les mâchoires du Fenrir, c'est la sauvagerie de la nature, si vous voulez. Ce qui explique cette volonté aussi de conquête spatiale, de terraformateur et d'éloignement. Les Nordiques ont toujours été colonisés d'autres îles, et aujourd'hui, chez les judéo-protestants et les protestants et les anglo-saxons, ça se manifeste par cette volonté de conquête spatiale et de coloniser d'autres planètes, si vous voulez. Ça n'a pas changé, ça a pris une autre forme, c'est toujours pareil. Ils ne passent plus tant par les estuaires pour aller piller, mais ils passent par les mouvements de mode, qui sont des courants de pensée qu'on peut symboliser par l'eau aussi. Ça n'a pas tout à fait changé, ça a pris d'autres formes. Hein. Ils ne remontent plus la Seine pour aller piller les Français ou la Garonne dans le sud-ouest, si vous voulez. Je ne peux pas dire de bêtises, hein, je dis la Garonne, il faut vérifier, quoi, hein, mais du côté de Bordeaux, tout ça, ils remontaient les estuaires. Mais maintenant, ils passent par les courants de pensée. Métaphoriquement, c'est très proche, en fait. Par les modes, par l'économie, par l'infiltration, par la corruption. Donc le protestantisme, avec effectivement des gens comme Shakespeare qui vont travestir les anciens écrits, notamment là, avec l'apparition du protestantisme et Gutenberg, la vulgarisation par la science, on va travestir en trafiquant les anciens écrits, qui étaient d'abord oraux et manuscrits aussi chez les catholiques, on va leur faire perdre leur sens par des symboles d'animaux, si vous voulez. Shakespeare a joué un rôle là-dessus. Et on fait complètement, on noie les gens dans des écrits travestis, si vous voulez, de manière beaucoup plus prononcée qu'avant, parce que déjà le Christ, lui, n'a jamais rien écrit. Ce sont des gens qui ont été témoins de son enseignement oral et physique, si vous voulez, qui ont retranscrit à leur sauce ce qu'ils ont vu, donc c'était peut-être déjà travesti un peu. Puis dans le temps, ça c'est avec la perte, la destruction des bibliothèques, avec la réécriture, ça a été changé, mais avec l'apparition du protestantisme et la vulgarisation des livres, il y a eu encore plus de travestissement. Sous la houlette du protestantisme, il y a eu une superficialisation des écrits. Et on retrouve d'ailleurs dans le darwinisme, avec son rapport au monde animal, et ce couplage homme-animal, si vous voulez, on retombe sur le paganisme des anciens temps, et on retombe sur cette superficialité qui fait perdre du sens, si vous voulez. Et regardez comme Shakespeare, avec ses symboliques animales, a travesti effectivement, notamment les écrits religieux, notamment catholiques. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Et progressivement, le protestantisme, dans sa superficialité, va dégrader l'héritage catholique, qui lui s'était égaré par les conquêtes lointaines. On peut penser à l'Espagne notamment et sa conquête d'Amérique, de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, même l'Amérique un peu
toute cette distanciation du colonialisme catholique a été sanctionnée par la prédation superficielle anglo-saxonne. Regardez, Christophe Colomb découvre Las Tortugas, des îles dans sa conquête de l'Amérique, et ces îles vont être appropriées par la piraterie anglo-saxonne et vont donner les îles Caïmans, où ils vont planquer leurs magots, et ça va donner les paradis fiscaux d'aujourd'hui. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes pirates, si vous voulez. Mais l'héritage catholique finit toujours par être dilapidé et détruit par ces erreurs, par la prédation superficielle anglo-saxonne sous-jacente. Rappelez-vous que dans leur mythe, ils passent leur temps à massacrer des géants qui leur ouvrent leurs portes. Je rappelle que, par exemple, dans Jacques et le haricot magique, il y a une géante qui vit sur les sommets et qui ouvre sa porte aux jeunes, qui est tout seul, qui vit tout seul avec sa mère, dont la vache ne produit plus de lait, où elle perd. Enfin, c'est très, très caractéristique tout ça. Et il y a une géante qui lui ouvre sa porte et qui lui donne de l'argent, et il finit par les tuer et leur piquer leur argent. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les mythes et les contes anglo-saxons, si vous voulez, et qui est derrière un peu cette mythologie aussi, parce qu'il faut voir qui a écrit Jack et le haricot magique aussi, à quelle époque ça a été écrit. Ça pourrait être intéressant. J'ai écrit un bouquin là-dessus, le Rictus de Loki. C'était disponible gratuitement sur Internet, sur un site qui s'appelait Komodo, mais ça a été repris par la famille Lévy, et le côté gratuit ne leur plaisait pas, donc ils ont fermé le site, ou ils se sont rappropriés, c'est devenu payant, et en fait, moi, ils m'ont fermé mes trucs. Ça aussi, c'est autre chose. J'avais mis mon bouquin sur l'assassinat de Kennedy gratuitement sur Komodo, le Rictus de Loki, plusieurs livres aussi, plusieurs liens sur des enquêtes d'Alex Jones et de Jesse Ventura que je trouvais intéressantes. Tout ça, effectivement, ça a disparu avec l'arrivée des Lévy et la appropriation de Komodo. Intéressant. Bon, c'est notre époque, on va dire. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire le rapport des Nordiques aux autres peuples, et donc la prédation des catholiques par les anglo-saxons et les protestants, et par le paganisme, effectivement, qui va donner, qu'on retrouve dans le couple Malthus et le couple Malthus et le Talmud. C'est-à-dire des gens qui sont très pour la dépopulation, qui se croient supérieurs aux autres, qui sont des élus de Dieu et qui ont tous les droits, en fait, par rapport aux autres. Mais qui sont plus superficiels en réalité, mais les autres ne font pas d'efforts, donc ils progressent. Et donc on arrive à nos époques contemporaines par l'effet de la Révolution française, de la Révolution bolchevique, qui sont planifiées par les mêmes financiers pour dissoudre et la culture catholique et la culture orthodoxe et globaliser les gens dans un consumérisme affilié à la dette judéo-bancaire et qui permet l'expansion d'Israël. On rappelle que Disraeli, le conseiller de la reine d'Angleterre, passait son temps à influencer la reine à devenir une impératrice plutôt que de rester reine chez elle. Et la distanciation, effectivement, qui va donner le Commonwealth, les guerres de 7 ans, Napoléon, toute cette époque, si vous voulez, de passation de pouvoir entre le catholicisme et l'hégémonie anglaise, et qui va se prolonger au travers des Premières et Deuxième Guerres mondiales par l'hégémonie américaine, tout ça, c'est ce qui permet l'expansion d'Israël, si vous voulez, au détriment sur la chute des autres. C'est vraiment la parabole des coqs. Et à l'époque de la reine Victoria, c'était Disraeli qui était le conseiller de la reine et qui l'encourageait dans la conquête des Indes, ce genre de choses. Parce que c'était bon pour Israël, la distanciation des autres cultures. Voilà. Et quand je vous dis qu'aujourd'hui, les Windsor poursuivent ce rêve complètement aberrant et que c'est exploité par les Juifs pour leur projet de Grand Israël, c'est la même chose dont on parle. Voilà. Et quand Kennedy veut arrêter la guerre froide, c'est cette mécanique qui l'enraye. Quand Trump essaye à son niveau rabaissé de mettre le doigt là-dedans et que Robert Kennedy Jr., même si ces deux-là sont sionistes et ne sont pas capables de défendre le droit humain, plus que ça, même eux, à leur niveau, ça nuit, si vous voulez, à cette même mécanique. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser à l'assassinat de JFK, c'est pour ça que c'est intéressant de comparer les différentes mythologies, et c'est aussi pour ça que je pense que c'est intéressant de venir sur ma chaîne, parce que je dois être le seul à exposer l'histoire de cette manière. Je ne dis pas que ce que je dis est juste à 100%, factuel à 100%, mais vous avez la trame, à mon avis, et elle est bonne. Voilà. Et je pense que vous ne trouverez pas beaucoup de chaînes qui vont exposer les mêmes choses. J'espère, hein, mais voilà.
je pense que c'est bien que mes chaînes existent et qu'elles soient disponibles parce que c'est assez unique et différent, on va dire. Voilà. Mais j'espère que progressivement, les gens vont réaliser par intuition et qu'ils vont constater et qu'ils vont progressivement, certainement développer et améliorer ce que j'expose à toutes fins utiles. Voilà. Donc la France, pays catholique depuis très longtemps, qui, avec Jeanne d'Arc, on voyait déjà cette prédation anglo-saxonne, avait de manière assez fainéante finalement repoussé l'invasion, et on voit aujourd'hui avec l'effet des Première et Deuxième Guerre mondiale et le remplacement des anciennes lignes, qu'on a eu affaire qu'à des leaders très portés sur les judéo-protestants en réalité en tant que chevaux de Troie, ce qui explique, si vous voulez, la dégradation de l'économie française par le judéo-protestantisme, par l'effet de personnages comme Macron, François Hollande, Sarkozy. Bon, déjà, De Gaulle, moi je pense qu'il faut écouter Blanquer d'Assac sur De Gaulle, c'est intéressant. Bon, là j'ai fait un résumé un peu de mes travaux. J'avais fait tout un tas d'analyses des mouvements musicaux, du cinéma. Moi, je vous propose, regardez le film Combat de maître et regardez l'analyse que j'en ai fait au début de la vidéo. Vous allez voir, vous n'avez pas l'habitude d'apprendre à lire les films de cette manière, mais si vous regardez bien ce direct et que vous comprenez bien le mimétisme des différentes cultures, et que vous pouvez même rapporter ça à l'Asie, si vous voulez, parce que l'Asie est atteinte des mêmes problèmes. Par exemple, Tiananmen, c'est bien les anglo-saxons qui ont essayé de manipuler la jeunesse, comme ils avaient manipulé mai 68 contre De Gaulle, contre le Parti communiste, pour faire une révolution colorée, si vous voulez. Bon, donc il y a le même phénomène d'infiltration et de volonté de fissuration de la culture asiatique qu'il y a eu à l'époque en Europe, avant, par le judéo-protestantisme. C'est les mêmes ressorts, comme en Ukraine, comme ils vont essayer de le faire en Iran, parce que les gens sont fissurables et très ouverts au mode occidental, malheureusement, au point de vue de la bourgeoisie notamment. Voilà, il n'y a pas que les catholiques, les orthodoxes qui ont été infiltrés et fissurés. Il y a les Iraniens, c'est la même chose, les Asiatiques, c'est pareil, c'est la même chose, il y a les mêmes interpénétrations. Je rappelle que la famille Rothschild a investi dans l'écologie et la volonté de faire une monnaie unique par la Chine au début des années 2000. Vous avez Maurice Strong, qui était l'émissaire de Rothschild, et le Parti communiste a totalement couvert, si vous voulez, cette espèce de banque et ces affaires particulières que les Rothschild ont mis en place là-bas, qui devaient déboucher sur une monnaie mondiale unique digitale. Bon, reprenez le Seigneur des Anneaux, un anneau pour les gouverner tous, et vous aurez compris à peu près l'idée. C'est pour ça que je suis contre les crypto-monnaies. C'est que plus vous allez vers le digital et plus vous faites grossir le Moloch, et plus à un moment donné, ils vont dire il n'y aura qu'une seule monnaie digitale et tout le reste, ça dégage, c'est illégal. Et ceux qui auront plongé dans les crypto-monnaies auront participé à établir ça, c'est-à-dire une dictature globaliste unifiée sous l'hold du digital et par le monopole de certains au détriment de la majorité des gens. Quoi. Enfin, ils sont soumis, les gens sont complices, soumis, ambigus, certains résistent individuellement, mais enfin bon, voilà. Il y a une chute occidentale qui est planifiée, y compris par ces familles monopolistiques, au profit de la Chine. Ils vont certainement essayer de passer d'un golem à l'autre. Peut-être que pour eux, il y aura plus d'énergie chez les Chinois qui ne sont pas encore aussi décadents, du point de vue de la famille, et que ça leur permettra, notamment pour la communauté juive, la dislocation des cultures occidentales et le fait que la Chine monte, c'est un affaissement subtil qui permet à Israël d'être plus légitime au point de vue matérialiste. Et donc, il y a des familles qui vont miser effectivement sur la dislocation de l'Occident au profit de la Chine, parce que c'est bon pour leurs affaires. Ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de Juifs qui investissent en Chine. Alors, je ne sais pas comment l'Asie va collectivement réagir à ces infiltrations. Je sais que les Asiatiques ont en ligne de mire de punir l'Empire américain. Et je pense que la suite de l'Empire américain, qui n'a jamais eu de paix avec les Américains, donc je ne vais pas dire Pax Americana, mais il n'y aura pas de Pax Judaïca, parce qu'avec les circoncisions, il ne peut pas y avoir de paix. Les Juifs sont en guerre permanente contre le monde entier. Je pense que s'ils pouvaient détruire la planète
et vivre sur une espèce d'enfer, ils le feraient parce que c'est en rapport avec leur rapport émancipatif, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport au monde chaotique et qu'ils peuvent très bien transformer la Terre à l'image de leur chaos, si vous voulez. Pour moi, il ne peut pas y avoir de Pax Judaïca. Ils ont un rapport trop chaotique à cause de l'horreur des circoncisions et de l'effet que ça a sur le psychisme. Il suffit de voir Israël au point de vue architectural, peut-être de manière subtile aussi. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas et qui trouvent que c'est pas très joli, c'est moche, c'est faux. Il faut voir. C'est peut-être aussi un monde lunaire. Hein. Les Juifs sont un peu un peuple de l'ombre plutôt que de la lumière à cause de ces circoncisions. Et un monde du chaos et du conflit. Bon, pas pour tous, hein, bien sûr. Je caricature un peu, mais on peut le penser. Enfin, en tout cas, ce qui se passe en Palestine aujourd'hui permet à tout le monde de comprendre le véritable rapport qu'entretiennent les Juifs au monde extérieur. Je ne suis pas pro-palestinien, je ne suis pas pro-israélien, je suis pour l'humain. Ce qui se passe en Palestine est inacceptable d'un point de vue humain. Et les gens qui n'ont pas le courage de s'élever contre ça, même si c'est par calcul politique, c'est assez décevant, on va dire, à notre époque. Voilà. Et je pense que regarder des directs comme ça, de faire des recoupements avec les films, et de prendre progressivement conscience de la réalité des choses, de ne pas tomber dans la facilité du discours narratif officiel, je pense que ça vous permettra aussi, à titre personnel, de vous réveiller, de vous découvrir peut-être mieux. Évidemment, travailler sur vos secrets de famille, discuter avec les gens de votre famille, chercher l'origine de votre nom de famille, discuter sur les anecdotes, les courants politiques, la philosophie de vos ancêtres, leur profession, d'où ils viennent. Tout ça, c'est très, très important pour se connaître et travailler à qu'est-ce qui vous bloque personnellement ou dans votre rapport d'adolescent, vous avez été abîmé, notamment par des adultes, de manière intrafamiliale ou par d'autres personnes à l'extérieur. Pour pouvoir avoir une vie plus saine, c'est important de passer par là. Et certainement, le parcours du Christ est une explication ésotérique qui est en rapport avec la volonté de travailler sur son passé pour aller mieux. Le parcours de croix, le fait d'arriver, de surmonter la colère par le pardon et la maturité, pas la lâcheté et pas la facilité. Hein. On parle vraiment de travailler courageusement, consciencieusement, et de manière mature, et notamment à ne pas détester les anciennes générations pour le mal qu'ils ont fait ou par le défaussement qu'ils ont essayé d'opérer, mais de comprendre qu'eux aussi sont tributaires de l'ancienne génération et que la lourdeur de leur souffrance fait que c'est difficile au point de vue inconscient pour eux de se remettre en cause et de se rendre compte. Et il faut être capable d'avoir assez de maturité pour surmonter ça, et comme le Christ avec, sur la croix, de pardonner pour ne pas tomber dans les égos narcissiques complexés par rapport aux injustices et de garder son âme et de ne pas être dans l'ego, si vous voulez. Voilà. Ce qui donne la résurrection. Je pense que le Christ, par son parcours personnel, donne une clé de lecture ésotérique pour soi personnellement, dans le rapport intrafamilial pour s'élever, si vous voulez. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que le christianisme soit éteint. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos, parce que je pense que le christianisme a mal été compris et a été travesti de l'origine, si vous voulez. Voilà. Donc j'essaie de donner une version qui est peut-être personnelle, mais qui peut permettre aux gens de mieux comprendre les choses. Voilà. Voilà, c'est 1h22, bon, c'est déjà pas mal. Je remercie pour les gens qui ont suivi ce direct. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, bien sûr, j'y répondrai. Est-ce que je peux rajouter? Oui, bon, le Christ sort Marie-Madeleine de la bourbe et de la prostitution. Il ne profite pas de Marie-Madeleine et de sa faiblesse, donc il la sort de la prédation du système et il la sort de la condition féminine la plus grossière, si vous voulez. Marie-Madeleine, qui d'ailleurs est une déclinaison de Marie, sa mère, c'est les nouvelles générations, et vous voyez que il n'est pas dans la pornographie de l'inceste, comme on a essayé de le faire croire dans le Da Vinci Code. Hein. Tout est inversé dans le Da Vinci Code, c'est très sataniste. Ça vient de Gordon Brown, qui
qui est un universitaire anglo-saxon. On connaît les Skulls and Bones et les rituels sataniques qu'il y a dans ces universités. C'est à l'époque où les Français catholiques refusaient la guerre en Irak et ils ont sorti cette histoire de Da Vinci Code et de prieuré de Sion en inversant complètement tout. Et ce qui moi m'a permis de démasquer aussi. Tiens, il y a quelqu'un qui sait que je suis stapsien. Eh ben, salut Sia. Et je disais, le Da Vinci Code, c'est la volonté des anglo-saxons de travestir et de pervertir les Français de l'époque qui étaient contre la guerre en Irak pour les prostitutionnaliser au service du sionisme. En fait, le Da Vinci Code, ça fait croire que le Christ était en fait l'élève de Marie-Madeleine par le sexe. C'est-à-dire, en fait, le Da Vinci Code, c'est l'apologie de la pornographie, de l'inceste. C'est très juif en réalité. En fait, là, c'est très anglo-saxon, mais ça ramène à la prostitutionnalisation collective qui légitime la guerre en Irak à l'époque, au profit d'Israël. Voilà, je vous fais juste un bref résumé de la perfidie des mouvements de mode anglo-saxons à l'époque de Jacques Chirac qui refusait la guerre en Irak. Mais les anglo-saxons n'ont pas eu à faire beaucoup d'efforts pour convaincre les Français de se soumettre à cette volonté prostitutionnelle pro-Israël. Parce qu'à Jacques Chirac s'est substitué Sarkozy, qui a fait par cette guerre en Libye ce que les Américains, une petite guerre en Irak à son niveau, au profit des Américains. Et ça n'a pas profité aux Français, mais ça a profité effectivement. Quand vous regardez où est passé l'or de Kadhafi, vous comprenez à qui ça a profité cette histoire. Alors que la Libye allait permettre une tentative d'émancipation africaine il y avait beaucoup de choses dans les projets de Kadhafi, d'irrigation d'eau, de monnaie africaine, et tout ça a été détruit par Sarkozy et la France. Bon, je ne dis pas que Kadhafi n'avait pas d'ambiguïté, sinon il n'aurait pas été tué. Enfin bon, voilà. On peut reparler de ça vite fait aussi également, mais voilà. Je voulais parler du Da Vinci Code parce que je parlais du Christ et de voir comment systématiquement les judo-protestants travestissent les choses par les mouvements de mode pour pervertir les autres à leur sauce. Voilà. Alors, je peux parler du Da Vinci Code très vite. Voilà, c'est l'inverse en réalité de ce qu'a fait le Christ. Le Christ a sauvé Marie-Madeleine, qui est une déclinaison de sa mère, parce que c'est les nouvelles générations. Il a sauvé Marie-Madeleine de la prostitution. Et dans le Da Vinci Code, on essaie de faire croire que le Christ a été initié par Marie-Madeleine par le sexe. Vous voyez, c'est la pornographie de l'inceste. Si on pense que Marie-Madeleine est une déclinaison de la mère de Jésus, en fait, on arrive à quelque chose de très juivisé dans la non-émancipation avec ce Da Vinci Code. Voilà. Et cette non-émancipation va donner la juivisation de la France qui va légitimer la guerre en Ukraine avec les néo-nazis ukrainiens, la soumission à Israël, comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Bref, ça c'est le monde des inversés, le monde contemporain. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, je le refais une dernière fois, mais je pense que c'est bien d'exposer ça. Là, je le fais vite fait. Hein. Alors, j'ai des commentaires. Salut Stapsien, Rennes-le-Château, Jean-Michel Pousse, tu connais. Alors, je suis un peu un solitaire et je vis un peu dans ma bulle. Je ne connais pas grand monde, mais je respecte toujours les sportifs pour le travail et les efforts qu'ils fournissent. Et en tant que stapsien, je respecte les autres stapsiens parce que c'est des bosseurs. Déjà, pour arriver à avoir un DUG, il faut être un bosseur parce que la première année de fac, 70% des gens dégagent parce que malheureusement, si vous n'allez pas en cours et que vous ne suivez pas parce qu'à la fac, on fait un peu ce qu'on veut, et ben, c'est très difficile d'avoir ces partiels. Donc, les stapsiens qui réussissent leurs examens sont respectables à ce niveau-là. Voilà. Et puis, bon, moi, j'ai fait STAPS à Valence. Il y avait le challenge de l'étudiant à l'époque, c'était des joutes universitaires. C'était unique en France, mais toutes les universités de la ville s'affrontaient dans des joutes sportives. J'ai de très bons souvenirs de mon époque STAPS, même si j'ai raté beaucoup de choses avec les femmes. Mais bon, ça, c'est mon passé, on va dire. Mais voilà. Non, Michel Pousse, Jean-Michel Pousse, ça ne me dit rien. Le tombeau du Christ à Bucarach. Oui, pourquoi pas. Staps Paris 9, ouais. J'avais des bons échos des Staps à Paris. Il paraît que c'était pas mal à l'époque. Moi, j'étais en Staps fin des années 90 et c'était d'un bon niveau, y compris Grenoble, parce que j'ai eu mon DUG à Valence et j'ai fait ma licence à Grenoble.
Et l'enseignement était de bon niveau pour le sport. Voilà. Je n'ai pas de mauvais souvenirs. Bon, j'ai eu un accident à Grenoble, mais à part ça, je n'ai pas de mauvais souvenirs de l'époque stapsienne. Voilà. Sauf qu'il fallait bosser pour arriver à avoir ses partiels. Moi, j'ai eu de la chance, je n'ai jamais été au rattrapage, j'ai tout eu du premier coup. Mais ouais, le truc d'aller au rattrapage l'été, c'est quelque chose, franchement, moi je vous conseille de bosser pour ne pas finir à bosser l'été et rattraper. Et, et d'aller au rattrapage, c'est pas sympa, quoi. Vous voyez tous vos copains qui partent en vacances, qui vont s'amuser, et vous bossez pour avoir vos examens. Bon, c'est mieux que de ne pas pouvoir aller au rattrapage, hein, déjà. Mais voilà. Et ah ouais, bah moi j'étais hockeyeur à l'époque. J'avais fait une licence pour être entraîneur de basket. Mais ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai vu en stats de notable? Ouais, les mecs les plus endurants, c'était les gars du vélo. J'étais pas loin derrière, mais les gars, on ne pouvait pas les rattraper, hein. Quand on fait 40 km par jour, au niveau endurance, c'est difficile de faire mieux que les cyclistes. Et en plus, ils étaient déconneurs et sympas, donc ça va. J'avais c'était mon voisin de chambre en résidence étudiante, Christophe. Je ne veux pas dire son. Oh, il ne regarde pas YouTube, donc le mec, il ne sait pas que je parle de lui. J'avais un bon copain cycliste qui s'appelait Christophe, qui était mon voisin de chambre. Il ressemblait un peu à Bruce Willis, d'ailleurs, c'était marrant. Mais les gars, ils étaient impressionnants au point de vue de l'endurance. Moi, j'étais explosif parce que j'étais hockeyeur et j'étais endurant. Je dois dire que le hockey sur glace, c'est le sport le plus spectaculaire et explosif au point de vue physique que j'ai fait. C'est celui qui m'a le plus, on va dire, pris au point de vue physique. Parce qu'il y a des changements de rythme. Vous avez des cuisses énormes au hockey parce que voilà, il faut patiner. Et vous freinez d'un coup sec et il faut être endurant sur toute la partie. C'est un excellent sport pour l'endurance et pour l'explosivité. Vous courez vite normalement quand vous faites du hockey sur glace et vous êtes endurant. Donc j'avais cet avantage physique, mais je ne pouvais pas rattraper quand même les gars du vélo. Et j'étais aussi impressionné par les mecs du handball. Les gars, c'était physiquement impressionnant. En France, on a quand même une culture du handball. Et je dois dire que le hockey sur glace, la ligue de hockey sur glace, c'est une ligue. Allez, évidemment, il y a des magouilles. Moi, j'étais tout petit, je suis chamoniard. Donc, même dans le club le plus tripé de France et le plus prestigieux de France, qui est Chamonix, il y avait des magouilles, je ne vais pas m'étendre, mais c'était un bon club. Moi, si vous voulez regarder un peu comment on était entraîné, vous regardez le film Youngblood. L'entraînement que vous voyez dans Youngblood, c'était quand même un peu comme ça qu'on était. Je sais pas, moi, j'ai un entraîneur qui m'a pété une crosse sur la tête parce que je ne l'écoutais pas. J'avais le casque, mais on était élevé à la dure, hein, au hockey sur glace, à l'ancienne. C'est une bonne école, mais les handballeurs, moi, m'ont impressionné en STAPS. Les gars, ils étaient costauds, c'était quelque chose. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour l'épopée stapsienne. Le sport, bon, ben, j'en ai fait le tour. Je suis obligé de faire du sport parce que sinon je prends trop de poids. Là, par exemple, j'ai perdu 11 kilos en 3 semaines, un mois, en bossant et en appliquant ce que je savais de STAPS, c'est-à-dire des efforts physiques quotidiens en mangeant pratiquement peu de choses, si vous voulez, et ça marche. Donc voilà. Il ne faut pas se mettre en danger, mais si vous voulez perdre du poids efficacement, il faut courir. Il ne faut pas rester que sur le fond, il faut faire aussi des courses explosives pour alterner, faire de l'alternance. Il faut pratiquer un sport comme le basket ou quelque chose qui vous fait travailler un peu de partout, si vous voulez. L'extension, c'est bon, surtout si vous restez assis souvent. Mais le sport, c'est important pour garder la santé. Moi, voilà, je pratique le basket quotidiennement et la course, et, en mangeant moins, ou pratiquement un peu, si vous voulez, on perd du poids rapidement. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai fait le yo-yo. Hein, j'étais à 90, 80, 95.
Et avant, avant de voir cet épisode du Covid, j'étais passé de 90 à 75 en bossant un peu, en allant un peu en salle de sport. Après le Covid, je m'étais affaissé. Là, j'étais à 94 il n'y a pas si longtemps, il y a un mois pratiquement. Et là, je suis à 80, 83. Il faut encore que je perde 10 kilos. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'air un peu plus fin que dans d'autres vidéos. Mais en appliquant ce que j'ai appris en STAPS, qui est une bonne école, eh ben, on a les clés pour savoir comment perdre du poids et comment soigner sa santé. Voilà. Bon, moi, je remarque aujourd'hui que tout le monde est vacciné, mais tout le monde a la crève. Voilà, faut quand même le dire. Et ça passe beaucoup par les gamins. Moi qui joue souvent au basket et qui joue souvent avec les gamins, euh, ils ont souvent la crève. Et comme je ne suis pas vacciné, ben, moi, ça va tant que je reste chez moi. Mais dès que je sors, il y a un type qui a la crève, je le chope. Ou un gamin. Et 2,85 m, moi, je pense que 2,85 m, c'est correct. Hein. Moi, je fais 1,75 m. Je devrais être à 75 kg. Mon poids de forme, c'est 70, mais j'ai 45. Donc, je peux me permettre d'être à 75, mais je pense que 2,85 m, chapeau, hein, c'est correct. Ça ne me paraît pas disproportionné. Au contraire. Et tu faisais quoi à 2 mètres? Tu étais basketteur, certainement, non? Ou, basket. 2 mètres, t'étais quoi, pivot ou ça dépend à quel niveau tu jouais? T'étais peut-être ailier fort, pivot, je sais pas. Ça dépend du club. Hein. À quel niveau t'étais en basket? Pivot, ouais. Ok. Si t'avais une appétence pour le contre, bah, j'étais entraîneur de basket dans plusieurs clubs, mais c'était pas un haut niveau. J'étais en départemental souvent. À Clévars, j'étais entraîneur, quand j'étais stapsien d'ailleurs. Et après, j'ai entraîné Paris 12 Bercy, le ministère des Finances. C'est le niveau départemental, j'ai jamais été. Après, il y a une question de taille. Hein. 1,75 m, c'est difficile de passer des stades. Bon, le niveau régional, ouais, c'est bon. Ça, c'est. Je pouvais, si tu veux, mais non, je n'étais pas au niveau région. Mais déjà, au niveau région, on s'amuse bien, déjà, c'est bien. Et en tant que pivot, tu aimais bien mettre des contres. C'était ton truc. Moi, je sais que c'est marrant parce qu'au basket, à l'époque des années 90, il y avait encore des pivots. Il y avait Patrick Ewing. Parce qu'évidemment, la référence, c'est même si c'est complètement truqué, la NBA, c'est complètement truqué, mais à l'époque, la référence, c'était la NBA. Et dans les années 90, il y avait encore un système avec des pivots. David Robinson, Patrick Ewing, Shaquille O'Neal a un peu mis fin à cette ère des pivots d'ailleurs. Alonzo Mourning, il y avait Sean Bradley, il y avait des gros pivots et ça jouait en fonction des pivots. Aujourd'hui, ça n'existe plus trop parce que les pivots, ils sont capables de jouer, de shooter à 3 points. Ça a changé. Maintenant, c'est un autre basket. Je préfère le basket des années 90. C'était plus physique, c'était plus. Maintenant, ça n'existe plus, les pivots à l'ancienne. Les pivots contreurs, là, rebondeurs, il n'y a plus ça. Mais bon, le basket, c'est un sport facile dans le sens que tu n'as qu'à acheter un ballon à 5 euros, les terrains sont gratuits et tu as souvent du monde. Donc, pour s'entretenir physiquement, c'est un sport qui est économique. Parce que si vous voulez faire du tennis, ben, ça coûte cher, il faut réserver les cours, il faut acheter une raquette. Euh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À la fin des années 90, ils ont fait la finale des Jeux Olympiques. Il y avait Rigaudot, je me souviens, ils avaient des bons shooters, faut pas croire. À la fin des années 90. Après, dans les années 90, je rappelle que Limoges a été champion d'Europe. Michael Young, c'était je ne sais pas si c'est contre le CF, je ne sais plus contre quelle équipe ils ont gagné, Limoges. Il y avait Dacoury, mais ils ont été champions d'Europe
dans les années 90, c'est comme l'OM. C'est à peu près la même période où l'OM a été champion d'Europe. Bon, évidemment, on ne va pas parler des magouilles de tapis et de tout ça, mais il y a eu quand même dans les années 90 quelques éclats, comme Limoges champion d'Europe, l'OM champion contre le Milan AC en plus. Mais ouais, ils étaient en équipe de France, c'était. Ouais, Ostrovski, il n'était pas mauvais, le type. Mais à la fin, ils ont fait Sydney. Ils étaient c'est pas Sydney. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont été en finale contre les États-Unis, là, avec le dunk de Vince Carter sur Frédéric Weiss. D'ailleurs, je tiens à dire que le dunk de Vince Carter sur Frédéric Weiss n'est pas valable. C'est un marché, il fait 3 pas. Et au basket, c'est que 2 pas. Les arbitres ont été lâches parce que c'est un Américain et que c'était spectaculaire. Ils n'ont pas été capables de dire à Vince Carter qu'il avait marché. Mais normalement, le dunk sur Frédéric Weiss, c'est pas valable parce que c'est un marché. Il a fait 3 pas, le gars. Bref, je veux rien dire. Personne n'a rien dit, mais pour rétablir un peu les choses, je m'en fiche. Hein, c'est pas. Mais le pauvre Frédéric Weiss, qui faisait quand même 2,18 m et qui était un peu lymphatique, comme tous les grands pivots de cette taille-là, à son, je vais dire, on va mettre à son crédit, normalement, le dunk de Vince Carter n'est pas valable. Les arbitres n'ont pas eu le courage de remettre un Américain à sa place. Mais voilà. Mais bon, après, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Il n'a pas été aidé, Frédéric Weiss, parce qu'il y a un joueur français là, avec un nom italien qui a fait une passe à la ramasse. Il n'a pas été aidé par ses coéquipiers, on va dire. Je ne sais pas si c'est pas Bonato ou je ne sais pas quoi. Là. Il a fait une passe complètement laxiste dans le dos. Ouais, Bonato. Ouais. Il a fait une passe dans le dos qui a été interceptée. Et c'est ce qui fait que Vince Carter a dunké sur Weiss. Mais bon, bref, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Il n'est pas valable son ce match. D'ailleurs, c'est pareil. Les gens, ils ne savent pas, mais les joueurs comme Michael Jordan, bon, je ne sais pas s'ils sauraient changer grand-chose, mais les joueurs comme Barkley, comme Jordan, ils ont toujours été favorisés par l'arbitrage. Ils ont toujours eu l'avantage de 3 pas. Regardez le fameux dunk de Jordan. Quand il passe dans le dos des Knicks, il passe dans le dos de Starks et de Oakley, je crois. Il les feinte, il fait comme s'il se barrait, il revient, il se match sur les wings. Regardez, ce match, c'est 3 pas. Il fait 3 pas. C'est pareil. À chaque coup, il y a un truc pénible. C'est qu'il y a des joueurs qui sont avantagés, ils ont le droit de faire 3 pas. Et je ne parle même pas de notre époque contemporaine où les gars, ils courent carrément. C'est même 4 pas, 3 pas. Je ne sais pas, vous voyez, Patrick Ewing contre les Indiana Pacers, à un moment donné, il qualifie son équipe, mais le gars, il fait 4 pas, c'est évident, quoi. Mais bon, bref, ça, c'est. Je ne vais pas commenter l'arbitrage dans les matchs américains en fin de partie où ils ne sifflent pas les fautes, par exemple. Mais bon, c'est particulier. Voilà. C'est particulier. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, ouais, aujourd'hui, c'est même plus un basket. Moi, je ne regarde plus le basket d'aujourd'hui. Si, j'ai apprécié le Serbe, Jokic. Le mec s'est soumis. Il ne faut pas aller aux États-Unis. Moi, je dis que quand on est européen, on ne va pas se prostituer aux États-Unis, on ne va pas se disloquer là-bas. Mais Jokic, j'ai trouvé ça intéressant, les Denver Nuggets qui gagnent. Et ce n'était pas prévu. Ils ont gagné une fois d'ailleurs, pas deux. Mais des fois, il y a un truc qui n'est pas prévu qui se présente. Voilà. Et il y a une bonne école serbe de basket, c'est hallucinant. Hein. Avec Divac à l'époque. Il y a l'histoire tragique de Petrovic aussi, qui était un Croate, qui est mort dans les années 90. Un accident de bagnole. J'ai fait une analyse d'ailleurs de cet accident, parce que c'est pas anodin. Mais on peut avoir une sympathie pour les Serbes, pour l'histoire en fait contemporaine, avec cette histoire de guerre de Yougoslavie, mais les Serbes ont toujours produit une équipe de basket solide. Moi, j'aimais Divac, bon, encore un qui va se prostituer aux États-Unis, mais et les Serbes, moi j'en ai connu. J'ai connu une Serbe, une actrice serbe notamment. Ils sont barrés un peu. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'avais une actrice serbe, elle était sympa, elle était rigolote d'ailleurs.
Les Serbes, ils sont barrés quand même, faut le dire. Voilà. Mais ils sont sympathiques. Voilà. Voilà, bon, je ne vais pas m'éterniser sur le basket, mais moi, je suis plus années 90. Voilà. Mais j'avais fait une analyse de pourquoi tout le monde se matchait sur Ewing et comment Ewing, avec ses genouillères, représentait quelque part le symbole de New York et des tours jumelles. Et que tout le monde lui se matchait dessus. Et j'avais expliqué qu'on voyait au travers du basket la société américaine aller vers l'effondrement de la donne d'avant, qui fait l'effondrement des tours jumelles pour aller vers une tour unique tenue par Silverstein. Bon, c'est une façon d'analyser compliquée, hein, je reconnais, mais moi j'analyse souvent l'évolution des sociétés par l'architecture et par les mouvements sportifs ou les mouvements musicaux ou le cinéma. C'est un peu particulier, je reconnais, mais j'avais analysé notamment un match de Pippen sur Ewing qui est resté célèbre, comment le fait qu'Ewing passait son temps à se faire matcher dessus et et qui était le symbole de New York, comment quelque part c'était un peu l'image du World Trade Center aussi, et de la décadence de New York qui était prédatée, voilà, et de la superficialisation américaine. Voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est compliqué pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir mes analyses et puis que, bon, voilà, après, les gens peuvent trouver ça un peu compliqué et tiré par les cheveux parce qu'ils n'ont pas forcément les clés, mais voilà. En tout cas, ça a été sympa de parler avec un Stapsien, surtout un basketteur, puisque moi, j'ai fait une licence Staps pour être entraîneur et que j'ai été entraîneur. Donc, salut à... Alors, c'est marqué Cyr, mais je suppose que ton prénom, c'est Cyril ou quelque chose comme ça. Ouais, Dino Raja. Enfin bon, bref. Merci d'avoir parlé de Stabs, ça me rappelle des bons souvenirs. Et 49 ans, visiblement, 2 mètres 85 kilos, tu tiens la forme, c'est bien. Plein de bonnes choses. Et puis, merci pour ceux qui ont suivi le direct. J'espère que ça vous sera utile ou que vous avez trouvé ça intéressant. Ça me permet, moi, c'est un peu comme un entraînement, hein, de me remettre en tête certaines choses. Et puis, comme mes vidéos sont supprimées assez souvent, ça me permet aussi de remettre certaines choses qui ont disparu. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine fois.